Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, il n'y aura pas tant de nouvelles matières à proprement parler. On va faire d'autres applications, des concepts de travail d'énergie, puis de la conservation de l'énergie. Donc, dans le dernier cours, on avait vu qu'en absence de force externe autre que la gravité, donc c'est-à-dire quand vous avez un objet qui n'est soumis qu'à la gravité, dans un système comme celui-ci, euh, l'énergie mécanique totale va être conservée. Donc, évidemment, on définit l'énergie mécanique totale comme étant la somme de l'énergie cinétique qui est reliée à la vitesse d'un objet. Donc l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. Celle-ci dépend de la vitesse, puis celle-ci dépend de la position. OK? Donc, plus précisément, euh, l'énergie cinétique, c'est une demi mv carré. C'est proportionnel au carré de la vitesse. Puis l'énergie potentielle gravitationnelle, ça dépend de la hauteur d'un objet. Donc, c'est pas tant c'est pas nécessairement la position dans l'espace qui est importante, c'est vraiment la hauteur par rapport à un point de référence qu'on peut choisir où on veut. Dans notre cas, OK, on garde ça simple pour là. OK? S'il y a des forces externes autres que la gravité qui agissent sur un objet, ben ces forces-là vont avoir tendance à faire varier l'énergie totale de notre système. Donc, quand vous avez une balle que vous lancez dans les airs, au fur et à mesure qu'elle monte, son énergie cinétique diminue, mais l'énergie est conservée, elle va juste se transformer sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Quand la balle redescend par la suite, l'énergie potentielle gravitationnelle est retransformée en énergie cinétique. La somme des deux est toujours constante. Quand vous avez un agent externe qui exerce une force autre que la gravité, ce qu'on appelle souvent des forces non conservatives, euh, ces forces-là vont avoir tendance à faire varier la quantité d'énergie qu'on a dans notre système. Donc, on donne l'exemple avec du frottement. Souvent, en fait, je ne vais pas dire toujours, mais presque toujours, le travail fait par le frottement est une quantité qui est négative parce que le frottement s'oppose au déplacement de l'objet. Donc, si vous regardez combien vous aviez d'énergie au début, puis de combien le frottement a fait varier celle-ci, ça va vous dire combien vous en avez à la fin. Si vous aviez 10 joules d'énergie, mais que le frottement a fait un travail de moins 2 joules, mais évidemment, il ne vous reste plus juste 8 joules d'énergie à la fin. À l'inverse, si vous avez un agent externe qui pousse ou qui tire sur une caisse, ben, il va donner de l'énergie à la caisse. Il va faire un travail positif sur celle-ci, donc il va faire augmenter la quantité d'énergie. Si vous aviez 10 joules d'énergie au départ, mais qu'un agent externe a fait, fait un travail de 3 joules, ben, vous allez avoir 13 joules d'énergie disponible à la fin. Évidemment, si on veut aller plus loin, l'énergie à la base est toujours conservée. Donc, si l'agent a fait un travail de 3 joules, c'est parce que lui, son énergie a diminué de 3 joules. Il n'a pas fait apparaître 3 joules d'énergie, c'est juste qu'il a pris 3 joules d'énergie à lui, puis il vous l'a transmis à vous. Lui, où il va prendre son énergie, c'est une autre affaire. Donc dans le fond, la conservation de l'énergie, c'est on peut remonter jusqu'où on veut, puis il y a toujours. L'énergie est toujours conservée à la base. On ne peut pas faire apparaître ou disparaître l'énergie. C'est juste que si l'énergie sort de notre système ou si l'énergie rentre dans notre système, ça va faire varier la quantité d'énergie qu'il y a dans notre système. Donc, fermé. Okay? Donc, c'est ça l'affaire. C'est qu'imaginez que vous avez un bloc, okay, ou peu importe l'objet. Ben, imaginez que vous avez un genre de sphère imaginaire autour de cet objet-là, là, au travers de laquelle il n'y a aucune force qui agit. S'il n'y a aucune force qui agit à travers cette sphère-là, à part la gravité, on s'entend, l'énergie à l'intérieur du système va être conservée. S'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pousser ou tirer sur cet objet-là, ben là, il y a de l'énergie qui rentre dans notre sphère imaginaire, dans notre système fermé. Notre système n'est plus fermé maintenant, donc il y a un apport d'énergie dans ce système-là. À l'inverse, le frottement, ce qu'il a tendance à faire, c'est que si vous avez un objet qui est soumis à du frottement, en fait, on dit que le travail est négatif. Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie dans le cas d'un frottement? Ben, c'est que le frottement va faire produire de la chaleur. Okay? Donc, quand vous avez deux objets qui frottent l'un sur l'autre, il y a une certaine chaleur qui est produite. C'est pas nécessairement toujours mesurable, on s'entend, là, ça peut être très faible comme quantité de chaleur produite, mais à la base, il y a toujours un peu de chaleur qui est produite. Puis c'est cette chaleur-là qui transporte l'énergie qui est dissipée, on va dire, par le frottement. Donc le frottement va dissiper de l'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur-là, c'est des photons infrarouges à la limite. Donc c'est comme si vous voulez, c'est comme si c'était de la lumière invisible à l'œil nu qui transporte cette énergie-là à l'extérieur du système. Donc, elle va disparaître de notre système. C'est pour ça que la quantité d'énergie dans le système va diminuer.
Donc, c'est des notions qui sont euh, aussi à la fois simples et complexes, je dirais. Tu sais, dans le fond, le principe est simple. L'énergie, c'est impossible d'en créer ou d'en détruire. Donc ça, c'est quand même simple au niveau conceptuel. Là où c'est plus compliqué, c'est dans l'application, donc de distinguer les différents types d'énergie, de distinguer les forces internes, forces externes, les systèmes fermés, les forces conservatives, non conservatives. Donc il y a beaucoup de subtilité là-dedans, mais nous, on va se concentrer surtout sur le principe derrière ça. Donc, un, un petit rappel, si on veut, l'exemple numéro un, on dit il n'y a aucun frottement, puis la caisse de 25 kg se déplace à vitesse de 8 mètres secondes quand elle est au point A. Trouver l'énergie mécanique totale de la caisse lorsqu'elle est au point A. OK? Donc, énergie mécanique totale de la caisse quand elle est au point A, ça va être... donc ici, on va venir se tracer... donc, toujours se tracer, la première chose qu'on devrait faire, c'est toujours se tracer une échelle d'énergie potentielle. OK? Donc, moi, je vais déterminer l'énergie potentielle à zéro au point le plus bas, normalement, dans mes problèmes. Donc, c'est ici que la hauteur est nulle, puis la hauteur est toujours positive vers le haut. Donc, évidemment, au point A, la hauteur est de 2 mètres. OK? Donc, au point A, quelle est l'énergie mécanique totale? La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique de mon objet est de une demi-mv carré. Donc, j'ai une caisse de 25 kg qui se déplace à 8 mètres par seconde. Elle contient donc une quantité d'énergie cinétique égale à 800 joules. Puis l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à mgh, donc 25 fois 9,8 fois 2, 490 joules. La somme d'énergie cinétique et potentielle, donc l'énergie mécanique totale, est égale à 1290 joules. Donc j'ai 1290 joules d'énergie disponible dans mon système. Euh, Puis on vous demande par exemple en B quelle va être la vitesse de la caisse. Donc du point A au point B, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excusez. Donc du point A au point B, l'énergie n'aura pas varié. Sauf que ce qui s'est produit, c'est que l'énergie qui était ici sous forme d'énergie cinétique, pardon, potentielle, va s'être transformée en énergie cinétique parce que mon objet, à ce moment-là, est rendu à son point le plus bas ici. OK? Donc l'énergie mécanique totale est conservée parce que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Mais maintenant, comme la hauteur de l'objet est égale à zéro, son énergie potentielle au point B est égale à zéro. Ce que ça veut dire, c'est que toute l'énergie est sous forme cinétique. Okay? Donc l'énergie totale qui est toujours K plus U, maintenant U égale à zéro. Donc l'énergie cinétique est égale à 1290. Toute l'énergie est sous forme cinétique. Demi fois 25 fois V carré. Donc la vitesse de la caisse au point B, 10,2 mètres par seconde. Donc, maintenant, on vous demande quelle est la vitesse de la caisse quand elle se trouve au point C. Donc, la question suivante. Donc, rendu au point C, qu'est-ce qui se passe? Au point C, ben, l'énergie de la caisse au point C est la même que l'énergie de la caisse au point B, la même que l'énergie de la caisse au point A. L'énergie mécanique totale n'a pas varié, elle est toujours égale à 1290 joules. Pourquoi? Il n'y a aucune force qui a fait un travail sur la caisse à part la gravité. Donc, la quantité d'énergie totale doit rester constante. Sauf qu'au point C, maintenant, la hauteur de la caisse est de 4 mètres par rapport à son point le plus bas. Donc, si je regarde au point C, je vais avoir l'énergie cinétique au point C et l'énergie potentielle au point C. Énergie au point C, mgh. Donc, 25 fois 9,8 fois 4, ça donne 980 joules d'énergie potentielle. Donc, si j'ai 1290 joules, voyons, mais que là-dessus, il y en a 980 qui sont sous forme d'énergie potentielle, ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à la différence entre les deux, c'est-à-dire 410 joules d'énergie cinétique, qui est égale à une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, ça veut dire que la vitesse au point C, c'est 2 fois 410 divisé par 25.
on prend la racine de tout ça, ça donne une vitesse de 4,98 mètres par seconde. Okay, qui est la vitesse au point C. Si on regarde à la page suivante, on a un exercice numéro 2. On vous dit la caisse est initialement immobile au point A. Rigodon exerce sur la caisse une force horizontale de 100 N pendant son déplacement entre les points A et B et la laisse ensuite glisser librement. Il n'y a aucun frottement, sauf entre C et D où il y a un coefficient de frottement de 0,2. Donc, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de déterminer l'énergie cinétique de la caisse au point, de déterminer l'énergie mécanique totale, au point A. Donc, même chose, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décider où on met notre échelle d'énergie potentielle égale à 0. Donc, au point le plus bas, la hauteur est nulle, puis la hauteur augmente ensuite vers le haut. Donc, au point A, trouver l'énergie totale. L'énergie mécanique totale au point A, c'est la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. Donc, mon objet initialement est immobile au point A. On le précise, donc la vitesse est égale à 0, l'énergie cinétique est nulle. Puis, l'énergie potentielle, j'ai une caisse de 25 kg qui est à une hauteur de 2 mètres par rapport à son point le plus bas. Donc, ça fait une énergie mécanique totale de 50 fois 9,8, 490 joules. En B, trouver le travail fait sur la caisse entre les points A et B. Donc là, on vient aux notions de travail. Donc, du point A au point B, on a Rigodon qui pousse sur la caisse. Donc, il exerce une force externe sur la caisse. Il va transférer de l'énergie à la caisse. Il va faire sur la caisse un travail positif qui va faire augmenter l'énergie de la caisse. Quel est le travail exercé par notre Rigodon? Ben, c'est la grandeur de la force qu'il exerce fois la distance sur laquelle il déplace la caisse, fois le cosinus de l'angle entre la force qu'il exerce et le déplacement. Donc, il exerce une force de 100 Newton. Il déplace la caisse sur une distance de 3 mètres. Puis lui exerce une force dans cette direction-là, c'est-à-dire la même direction que le déplacement. L'angle entre les deux est donc de 0 degré. Puis le cos de 0, ça vaut 1. Donc, Rigodon fait un travail de 300 joules. En C, on vous demande l'énergie mécanique totale de la caisse quand elle se trouve au point B. Donc, l'énergie mécanique au point B, l'énergie mécanique totale, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, on sait qu'on avait au point A 490 joules, puis entre les points A et B, on a un Rigodon qui a fait un travail. Donc, si je veux trouver l'énergie finale, je prends l'énergie initiale, puis j'ajoute le travail fait par mon agent externe. Donc, j'avais 490 joules. Rigodon en a ajouté 300. J'en ai donc 790 rendu au point B. Donc, l'énergie du point B, au point B, 790 joules. En D, on vous demande de trouver sa vitesse au point B. Donc, la vitesse de la caisse au point B, okay, je sais que l'énergie au point B, c'est l'énergie, une somme d'énergie potentielle au point B puis de l'énergie cinétique au point B. Je sais que j'ai 790 joules en tout au point B, mais comme la hauteur entre A et B n'a pas changé, ben l'énergie potentielle gravitationnelle n'a pas changé. L'énergie potentielle au point B, c'est la même que l'énergie au point A, c'est 490 joules qu'on avait déterminé en A précédemment. Donc, sur mes 790 joules, il y en a 490 qui sont sous forme d'énergie potentielle. Le reste va être sous forme d'énergie cinétique, 300 joules. Donc, ça a-tu de l'allure? Ben oui, ça a de l'allure. Okay? Pourquoi? Ma caisse n'a pas changé. Tout ce qui s'est passé entre le point A et le point B, c'est que Rigodon a ajouté 300 joules d'énergie dans la caisse. Donc, nécessairement, comme la hauteur n'a pas varié, cette énergie-là va toute se retrouver sous forme d'énergie cinétique. On pourrait appliquer, dans le fond, c'est comme si on appliquait le théorème d'énergie cinétique. Travail net égale delta K. Le seul travail qui a été fait, c'est celui par Rigodon. Donc, ça me renseigne sur la variation d'énergie cinétique de mon objet. Si je veux trouver sa vitesse, je sais que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au point B au carré. Donc, je peux isoler la vitesse au point B. Je trouve une vitesse de 4,90 mètres par seconde, qui est la réponse à D. En E maintenant, on va venir travailler un petit peu à côté ici.
Donc, en E, ce qu'on vous demande de trouver maintenant, la vitesse de la caisse quand elle se trouve au point C. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe entre les points B et C? Ben, il n'y a aucune force qui fait un travail. Donc, l'énergie au point C est la même que l'énergie au point B. Okay? Donc, l'énergie est conservée. J'ai donc 790 joules d'énergie au point C. Okay? Qu'est-ce qui change par contre? C'est que l'énergie au point C va être répartie différemment. Okay? En particulier, ici, la hauteur de la caisse au point C est égale à 0. Donc, il n'y a pas d'énergie potentielle. Toute l'énergie est sous forme d'énergie. Toute l'énergie est sous forme d'énergie cinétique. Okay. Donc, 1 demi fois m fois vitesse au point C au carré. Donc, je trouve que la vitesse au point C est de 7,95 mètres par seconde. En F, on vous demande de trouver le travail. Donc, qu'est-ce qui se passe entre C et D? Entre C et D, maintenant, là, il y a du frottement. Okay? Donc là, il va y avoir une partie de cette énergie-là qui va disparaître. Quelle partie va disparaître? C'est ça qu'on va chercher à évaluer. On vous demande le travail fait par le frottement entre les points C et D. Donc, ça va être la grandeur de la force de frottement fois le déplacement de C à D fois le cosinus de θ, où θ est l'angle entre le frottement et le déplacement. Ici, sur ma caisse, là, rapidement, là, tout le monde se doute bien que vaut la force de frottement. Mais comme c'est horizontal, la normale est égale au poids, tout simplement. Donc 25 fois 9,8 qui vaut 25 fois 9,8. Excusez, j'ai un petit plan, je ne le connais pas par cœur. Celui-là, je commence à être popé dans mes tables de 9,8, là, veux pas, 245. Pas fier de moi, là. Okay. Donc, la grandeur de la force de frottement, c'est mu fois la normale. 0,2 fois 245, ça vaut 49 newtons. Donc, le travail fait par le frottement, ça va être 49 newtons. Du point C au point D, il y a 1 mètre. Okay? Puis l'angle entre le frottement et le déplacement, bon, le déplacement est comme ça, c'est 180 degrés. Donc, je trouve un travail fait par le frottement de moins 49 joules. Le frottement a donc enlevé 49 joules d'énergie à la caisse entre le point C puis le point D. En G, on vous demande quoi? L'énergie de la caisse au point D. Ben, si je regarde, j'avais au point C une énergie égale à EC. Entre C et D, l'énergie a varié d'une quantité égale au travail fait par le frottement. Ça me renseigne sur l'énergie au point D. Donc, ça, c'est l'énergie finale plus le travail fait par le frottement est égal à énergie finale. Donc, dans mon exemple, au point C, j'avais 790 joules d'énergie. Du point C au point D, mon énergie a diminué de 49 joules sous l'action du frottement. Il me reste donc une énergie ED égale à 741 joules. J'ai perdu un peu d'énergie. Quel l'impact que ça a? Quelle est la vitesse de la caisse au point D? Bien évidemment, au point D, ce qui va avoir changé, c'est que ça va ressembler beaucoup à ça ici. Donc, au point D, l'énergie peut être répartie sous forme potentielle et cinétique. Ici, ma hauteur point D est 0. Donc, toute l'énergie, autrement dit, toute l'énergie est sous forme d'énergie cinétique. Puis ça me dit que la vitesse au point D est de 7,70 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ma vitesse au point C, c'était 7,95. On traverse la zone de frottement, la vitesse a légèrement diminué à 7,70. C'est normal. Le frottement ralentit la caisse. En dynamique, on dirait qu'il exerce une force qui crée une accélération orientée vers les négatifs. Ici, ben, vers la gauche, pardon. Ici, on remarque que le frottement fait un travail négatif, enlève de l'énergie cinétique à la caisse dans mon exemple. Okay? Quelle est la vitesse de la caisse quand elle se trouve au point E maintenant? Bien ici, on va venir faire le bilan d'énergie au point E. Donc, du point D au point E, wow. Du point D au point E, il n'y a aucune force qui fait un travail externe. Donc, l'énergie entre les points D et E va être conservée. L'énergie au point E est la même que l'énergie au point D, 741 joules. Ça me prend combien d'énergie potentielle au point E? Okay.
M fois G fois hauteur au point E, donc 25 fois 9,8 fois 4, 980 joules. Ah, ben là, on a un petit problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un problème? En fait, c'est que ça me prend 980 joules d'énergie potentielle pour atteindre le point E, alors que mon objet mon système ne dispose que de 741 joules d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il ne se rendra jamais au point E. L'énergie totale est inférieure à la quantité d'énergie potentielle que ça prend pour se rendre au point E. Donc, c'est impossible de s'y rendre. OK? Donc, on s'y rendra juste pas. Donc, ici, pardon, puisque l'énergie totale est inférieure à l'énergie potentielle que ça prend, on n'atteint pas le point E. Donc, autrement dit, on va s'arrêter en remontant. La caisse va commencer à monter, puis à un moment donné, elle va s'immobiliser avant de se rendre en haut, avant de se rendre jusqu'au point E. Parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour le faire. Exercice suivant, on a un pendule ici. On dit une petite balle de 100 grammes oscille au bout d'une corde. Lorsqu'elle se trouve au point A, 30 cm au-dessus de son point le plus bas, elle se déplace à 1,5 m par seconde. Trouver l'énergie mécanique totale de la balle quand elle se trouve au point A. Donc, problème numéro 3, on a un pendule. Donc, ici, excusez. Donc, on a notre pendule ici. On dit trouver l'énergie mécanique totale de la balle quand elle se trouve au point A. Mais ici, on vous indique quoi utiliser. Voyons, comme niveau le plus bas. Donc ici, on vous suggère d'utiliser ce niveau-là comme étant le niveau de référence où la hauteur est égale à 0. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Premièrement, moi, ce que je ferais personnellement, c'est je me dirais toujours, je mets l'énergie potentielle au point le plus bas dans mon problème. Mais la réponse ne dépend pas du choix qu'on fait pour le niveau d'énergie égal à 0. Tant qu'on prend un point et qu'on mesure toujours par rapport à ce point-là, ça va fonctionner. Donc, c'est juste pour vous dire, vous pouvez prendre le point où vous voulez, mais je vous suggère de le prendre au point le plus bas dans le problème. Ici, on vous le met plus bas juste pour montrer que ça donnerait la même chose. Okay? Donc, en fait, ce qui va me varier, c'est l'énergie mécanique totale de la balle ne sera pas la même, évidemment. Okay? Donc, l'énergie mécanique totale de la balle au point A, ça va être la somme de l'énergie potentielle au point A puis de l'énergie cinétique au point A. Donc, au point A, j'ai un objet qui est c'est mgh plus une demi mv carré. Ma balle fait 100 grammes. Elle est à une hauteur de 30 cm fois 100 grammes fois la balle se déplace à 1,5 m par seconde. Ça vaut 0,294. Puis ça vaut 0. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Excusez, mes écouteurs s'arrêtent tout simplement. Donc, je trouve une énergie totale de 0,4065 joules disponible au point A. On vous demande de trouver la vitesse de la balle quand elle se trouve au point B maintenant. Bon, ben, entre les points A et le point B, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand-chose. Okay? Ce que je veux dire par là, l'énergie va être conservée. Okay, là, vous allez me dire, ouais, mais il y a une corde qui tire sur. Si vous êtes observateur, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a une corde qui tire sur la balle. Okay? Donc, si je regarde les forces exercées sur la balle, mettons que la balle est retenue par une corde comme ça. Donc, nécessairement, si la balle est retenue par une corde, puis je regarde les forces qui agissent sur la balle, ben, vous avez le poids. Ça va. Le poids, on a dit, on en tient compte déjà, puis vous avez la tension, comme c'est ici. Normalement, il faudrait que j'évalue le travail qui est fait par la tension. Okay? C'est une force externe, c'est une corde qui tire sur l'objet. Mais ici, ce que je remarque, c'est que le déplacement de la balle est toujours perpendiculaire à la corde. Donc, la tension, ça serait T fois delta S fois cos de θ. Mais ici, on a toujours 90 degrés entre la tension et le déplacement. Puis cos de 90, ça vaut 0. Donc, déplacement, tension comme ça. Si
je regardais ici, à ce moment-là, par exemple, la balle se déplace comme ça, la tension est comme ça. Ici, la balle se déplace comme ça, la tension est comme ça. Donc la tension puis le déplacement sont toujours perpendiculaires un à l'autre. Donc la tension ne fait aucun travail. Même s'il y en a une, elle ne fait aucun travail parce que est toujours perpendiculaire au déplacement. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas ni ajouter ni enlever d'énergie à mon pendule. Donc l'énergie devrait être complètement conservée. On dit qu'au point A, j'avais 0,4065 joules d'énergie. Cette énergie-là au point B va être répartie sous forme d'énergie potentielle puis d'énergie cinétique. Donc j'ai mon 0,4065 joules qui est réparti sous forme de M fois G fois H. Le reste sous forme d'énergie cinétique au point B. L'énergie cinétique au point B, ça vaut 0,196. Donc, je trouve une énergie cinétique de 0,2105 qui est toute sous forme d'énergie cinétique. Donc, la vitesse au point B est de 2,05 mètres par seconde. Pardon. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est la hauteur maximale atteinte par la balle. Donc, trouver la hauteur au point C. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand la balle passe du point B au point C? Tranquillement, là, au point B, elle est à sa vitesse maximale dans le fond. Ok? Elle est à son point le plus bas, donc l'énergie potentielle est minimale. Comme l'énergie totale est conservée, si l'énergie potentielle est minimale, bien, il faut que l'énergie cinétique soit maximale. À l'inverse, au point C, le sommet de la trajectoire, c'est quand la balle s'immobilise. À ce moment-là, son énergie cinétique est nulle, elle est donc minimale. Donc, si l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle, elle va être maximale. Donc, au point C, toute mon énergie, la vitesse de la balle étant zéro, toute l'énergie est sous forme potentielle gravitationnelle. J'ai toujours 0,4065 joules d'énergie, mais maintenant elle est toute sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. La hauteur au point H, c'est 4065 divisé par 0,1 fois 9,8. Ça donne une hauteur maximale de 41,5 cm. Oh, excusez. Okay. Vous ferez comme exercice, si vous voulez vous en convaincre, là, je vous suggère de faire cet exercice-là en mettant le niveau d'énergie potentielle à zéro ici. Okay? Donc, c'est sûr que votre énergie totale, elle ne sera pas la même. Okay? C'est sûr parce que vous ne mesurez pas la même hauteur. Sauf que ce qui ne changera pas, c'est les réponses en B et en C ne changeront pas. Okay? Donc, je vous invite à refaire cet exercice-là en modifiant pardon, la hauteur, le point où la hauteur est zéro. Comme je vous dis, vous allez trouver une énergie mécanique totale différente, mais vous allez trouver la même vitesse, la même hauteur maximale, évidemment mesurée par rapport au même repère. Là, donc, ce que je vous dis par là, c'est qu'ici, on a trouvé 41,5 cm au-dessus du plancher. Mais dans le fond, si ça mesure, je ne suis pas. Donc, si ça mesure 41,5 cm, mais que ça mesure 20 cm, ben, ici, la réponse AC que vous devriez trouver, ça va être de 21,5 cm. 21,5 cm. Ça serait votre réponse AC si vous déplacez votre niveau de référence ici. OK? Donc, je vous laisse travailler là-dessus. C'est un bon petit exercice. L'exemple suivant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez, par exemple, deux blocs reliés à... Voyons, il y a mon curseur. OK. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux blocs reliés par une poulie, par exemple, sur deux plans inclinés ici ou peu importe, là. OK. Ben, on vous demande de déterminer leur vitesse après un déplacement de 50 cm. Voyons, mon curseur est où? OK, merci. Ben, ce qu'on vous indique, pardon, c'est de traiter chaque bloc indépendamment, puis en particulier de mettre un niveau d'énergie potentielle égal à zéro euh, différent pour chaque objet. Tu sais, ça, je vous en avais déjà glissé un mot, là. OK? Donc, moi, ce que je vous suggère de faire encore pour des exercices comme ça, je vous suggère toujours de tracer, par exemple, votre bloc position initiale,
puis votre bloc position finale, position initiale, position finale. Donc nous, on sait que celui-là se déplace comme là, puis celui-là se déplace comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me trace toujours une hauteur égale à 0, point de plus bas, puis positive. Donc ça, c'est la hauteur du bloc 2, ça, c'est la hauteur du bloc 1. Ça, c'est position initiale du bloc 1, position finale du bloc 1. Ça, c'est position initiale du bloc 2, finale du bloc 2. Donc, si je regarde dans l'énergie mécanique, ben, au début, l'énergie potentielle initiale du bloc 1 va être égale à 0. De la même façon, l'énergie potentielle finale du bloc 2 va être égale à 0. C'est l'énergie, elle, qui va être différente de 0, puis elle qui va être différente de 0. OK? Donc, l'exemple est fait ici, évidemment, là, je ne le ferai pas en détail, là, OK? Mais on va en faire un autre de toute façon plus tard un petit peu. OK? Donc, ici, on vous met en plus un peu de frottement. Donc, c'est un bon exemple, là, assez complet. Vous lirez attentivement. OK? Ce qu'on fait ensemble, par contre, c'est l'exemple numéro 4, qui est une version un petit peu plus simple ici parce qu'on a juste on n'a pas de plan incliné en tant que tel. On a un bloc horizontal, un bloc vertical. C'est pas mal plus simple au niveau mathématique. Mais en même temps, c'est le même traitement au niveau physique. Donc, si on prend la situation ici, qu'on a ici, donc on a initialement un bloc de 5 kg qui se déplace jusqu'ici. Pendant ce temps-là, on a un bloc de 3 kg qui se déplace jusqu'ici. Okay? Donc ça, c'est initial, final. Initial, final. Je suggère toujours de tracer ça comme ça. Okay? Lui, ce qu'on remarque, c'est que sa hauteur ne varie pas. La hauteur est toujours égale à 0. Donc, pour le bloc de 5 kg, on n'aura pas besoin de se préoccuper de son énergie potentielle, elle va toujours être égale à 0. Tandis que pour mon bloc de 3 kg, son énergie potentielle va être à 0 à la fin, puis est positive au départ. Donc, si je regarde dans le calcul, on vous dit déterminer l'énergie mécanique totale initiale. Ben, il faudrait prendre l'énergie potentielle initiale du bloc 1, potentielle initiale du bloc 2, cinétique initiale du bloc 1, cinétique initiale du bloc 2. Ce qu'on vient de dire, c'est que l'énergie potentielle, en fait, l'énergie potentielle du bloc 1 compte juste pas, ok, parce que sa hauteur est toujours égale à 0. Puis initialement, on dit que les deux blocs sont immobiles, donc la vitesse initiale est 0, puis la vitesse initiale est 0. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est que toute l'énergie est sous forme d'énergie potentielle dans le bloc de 3 kg qui part dans les airs. Okay? Donc, l'énergie mécanique totale va être égale à masse du bloc 2 fois G fois hauteur du bloc 2. Donc, c'est un bloc de 3 kg qui est à une hauteur de 20 cm. Évidemment, si lui se déplace à 20 cm, ça veut dire qu'il était 20 cm plus haut qu'à son point le plus bas au départ. Donc, j'ai 5,88 joules d'énergie mécanique totale de disponible dans mon système composé des deux blocs puis de la corde qui les unit. On vous dit trouver l'énergie mécanique totale finale s'il n'y a pas de frottement. Franchement, c'est pas la question la plus difficile. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie est conservée. Donc, l'énergie finale va être de 5,88 joules elle aussi. Okay? En C, on vous demande par contre de trouver la vitesse des blocs s'il n'y a pas de frottement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est regarder comment cette énergie finale-là se répartit. Elle peut être potentiel final dans 1, potentiel final dans 2, cinétique final dans 1, cinétique final dans 2. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on a dit, c'est que l'énergie potentielle du bloc 1 est toujours égale à 0. Puis à la fin, mon bloc 2 est rendu à son point le plus bas. Donc, j'ai plus d'énergie potentielle. Celle-là, parce que la bloc n'a jamais changé d'auteur, puis celui-là, parce que la hauteur finale est égale à 0. Donc, cette énergie finale de 5,88 joules, elle va être répartie sous forme d'énergie cinétique dans le bloc de 5 kg, puis d'énergie cinétique dans le bloc de 3 kg. Évidemment, ces deux blocs-là ont la même vitesse. Okay? Donc, ça, c'est assez important de le remarquer. C'est impossible qu'ils n'aient pas la même vitesse. Ils sont reliés par une corde. La corde, ce n'est pas un élastique dans nos exemples. Donc, la vitesse la vitesse des deux blocs va être commune.
Donc 5.88 qui est égal à 4V carré. Donc V est égal à 2 fois 5.88 divisé par 4 racine. Je trouve une vitesse de 1.21 mètres par seconde. Ça, c'est la réponse à C. Évidemment, qu'est-ce qui se passe s'il y a du frottement? Même chose. Donc, s'il y a du frottement, on vous dit trouver le travail fait par le frottement si on met un coefficient de frottement égal à 0,2. Donc, ce qui va changer, c'est que le bloc de 5 kg qui se déplace sur la table horizontale va subir du frottement. Le travail fait par le frottement va être égal à la grandeur de la force de frottement, la grandeur du déplacement, le cosinus de l'angle entre le frottement et le déplacement. La grandeur de la force de frottement, c'est mu fois la normale, puis la normale est égale au poids. Okay? Parce qu'on a un système qui est vertical. Ça, je passe un petit peu vite, là, mais je sais que vous devriez être habitué de faire ça. Donc, c'est un bloc de 5 kg. Donc, la grandeur de la force de frottement, 9,8 newton. Donc, 9,8. On déplace les objets de 20 cm. Le frottement puis le déplacement sont à l'opposé l'un de l'autre. Okay? Cos de 180, ça vaut moins 1. Donc, je trouve un travail fait par le frottement de moins 1,96 joules. Donc, ça veut dire que le frottement soutire ou enlève 1,96 joules d'énergie à mon système. Quelle est donc l'énergie mécanique totale du système là où on aurait du frottement, dans le cas où on aurait du frottement? Ben, je vais regarder combien j'avais d'énergie au départ. Je vais tenir compte, je sais que le travail fait par le frottement va faire réduire cette quantité d'énergie. Ça va me donner l'énergie qui me reste à la fin. Au départ, j'avais 5,88 joules. Le frottement m'en a fait perdre 1,96. Donc, je trouve une énergie finale qui est égale à 3,92 joules. Puis, cette énergie-là, si je veux trouver la vitesse des blocs, elle va être répartie sous quelle forme? Ben, énergie potentielle finale du bloc 1, potentiel final du bloc 2, cinétique finale du bloc 1, cinétique finale du bloc 2. Évidemment, qu'il y ait du frottement ou pas, ça ne change pas l'énergie potentielle de mes objets. Okay? L'énergie potentielle ne dépend que de la position des objets. Qu'il y ait du frottement ou qu'il n'y ait pas de frottement, ça ne change pas la position de mes objets. Puis comme l'énergie potentielle finale était 0 pour les deux, l'énergie potentielle reste égale à 0 pour les deux. Okay? Donc, autrement dit, j'ai essentiellement le même calcul à faire, sauf que j'ai pas la même énergie disponible. J'ai une énergie disponible plus faible que celle que j'avais tantôt. Okay? Donc, je m'attends à ce que je trouve une vitesse plus petite. Comme de fait, si je fais ça comme il faut, je trouve une vitesse de 0,99 mètres par seconde, qui est inférieure à la réponse en C, qui était de 1,21. Donc, sous l'action du frottement, mes blocs sont allés moins vite. Ce qui a de l'allure quand on y pense un petit peu. Okay? Donc, je vais un petit peu vite. L'avantage, c'est que vous pouvez réécouter toujours les commentaires pour voir si vous avez des problèmes avec la solution ou pas. Là. Okay? Mais ça devrait être pas si pire. Okay? Donc, maintenant, l'exemple suivant, on dit vous avez deux blocs initialement immobiles. Trouvez leur vitesse après que le bloc 2 soit descendu de 30 cm à partir du repos. Donc là, ça ressemble beaucoup à la situation précédente. Ce qui est différent par contre, c'est qu'on a mis, au lieu d'être sur une table horizontale, c'est sur un plan incliné. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même chose, on vous demande s'il n'y a pas de frottement, puis en B, s'il y a du frottement. La différence, je vous dirais, en A, c'est qu'on ne vous donne pas les étapes intermédiaires. Okay? Vous remarquez, on vous demande juste de trouver la vitesse, on ne vous donne pas l'ordre des étapes à faire. Première étape à faire, schéma complet de la situation. Okay? Donc, mon objet initialement est ici, monte jusqu'ici, finalement se retrouve ici. C'est déplacé entre les deux de 30 cm, le long du plan incliné. Okay? Pendant ce temps-là, mon objet 2 qui était ici initialement va être rendu là à la fin. Lui aussi va s'être déplacé de 30 cm. Deuxième étape, trouver comment varie l'énergie potentielle. Donc, je dois mettre H égale à 0 au point le plus bas, H égale à 0 au point le plus bas,
indépendamment pour les deux objets. Donc, chaque objet a sa propre échelle d'énergie potentielle. OK? Donc, ce que je remarque, c'est qu'évidemment, l'énergie potentielle initiale du bloc 1 est égale à 0. L'énergie potentielle finale du bloc 2 est égale à 0. OK? Parce que c'est à ce moment-là, respectivement, qui sont à leur point le plus bas de leur trajectoire. Donc, si je veux déterminer l'énergie mécanique totale, je devrais additionner l'énergie potentielle du bloc 1, initiale du bloc 1, initiale du bloc 2, cinétique initiale du bloc 1, cinétique initiale du bloc 2. Mais comme on a dit, mon premier bloc ici a une énergie potentielle égale à 0. OK? Pardon. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller évaluer l'énergie potentielle initiale du bloc 2. Donc, le bloc 2 est un bloc de 6 kg. Donc, c'est MGH, qui est 30 cm au-dessus de son point le plus bas. Donc, l'énergie potentielle initiale du bloc, 17,64 joules. Donc, mes blocs sont immobiles, donc ils n'ont aucune énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique totale est où? Elle est toute dans le bloc 2 sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle, 17,64 joules. Évidemment, quand je suis rendu à la position finale, l'énergie mécanique est conservée, OK? Parce qu'il n'y a pas de frottement, OK? Entre autres. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a une corde. Il y a une corde ici qui relie les blocs 1 et 2. La corde attire sur les objets. Je pense que je vous en avais déjà glissé un mot, mais regardons ça dans le détail, OK? Pardon. Si je regarde sur le bloc 1, sur le bloc, je vais venir effacer ici à côté, là. Sur le bloc 1, j'ai la tension qui tire comme ça, puis mon objet se déplace comme ça d'une quantité delta S. Donc, le travail fait par la tension sur le bloc 1, c'est quoi? Grandeur de la tension, grandeur du déplacement, cosinus de l'angle entre le travail et le déplacement qui est de 0 degré. Donc, c'est T fois delta S fois cos de 0. Cos de 0, ça vaut 1. Donc, le travail fait sur T1 est T delta S. Okay? Indépendamment de T et de delta S, c'est T fois delta S, qui est une quantité positive. Si je regarde sur le bloc 2, le déplacement est par là, puis la tension est par là. Ce qu'on sait, c'est que la tension est la même, parce que c'est la même corde, c'est une seule corde, donc la grandeur de la tension est la même partout dans la corde. Donc T. La grandeur du déplacement, ben, c'est la même grandeur de déplacement parce que les deux se déplacent la même quantité. Donc même T, même delta S. C'est quoi l'angle entre le travail, puis la force et le déplacement? C'est 180 maintenant. Cos de 180, ça vaut moins 1. Donc le travail fait par la tension sur le bloc 2, moins T fois delta S. Qu'est-ce qu'on remarque? Okay. On remarque que la tension a, pardon, a enlevé T delta S joules d'énergie au bloc 2, puis elle l'a transféré au bloc 1. Donc la tension, elle ne va pas faire apparaître ou disparaître de l'énergie dans mon système en entier. Elle va prendre l'énergie d'une partie de mon système, du bloc 2, puis elle va la transférer au bloc 1. Okay, donc c'est ça le rôle de la corde ici. Donc c'est pour ça que même si la tension, qui est une force externe qui est une force non conservative, pardon, elle ne fera pas de travail ici. Okay? Pourquoi? Ben, c'est parce que ce n'est pas une force externe à mon système. Mon système est composé des deux blocs puis de la corde. La corde est une partie intégrante de mon système. Donc, ce n'est pas un objet qui peut enlever ou ajouter de l'énergie puisqu'il fait déjà partie du système. Tu sais, si on y pense un petit peu, c'est impossible de générer de l'énergie dans le système. Okay? L'énergie, il faut qu'elle vienne d'une source externe au système. Donc, si la corde fait partie du système, elle ne peut pas faire apparaître ou disparaître d'énergie. Okay? C'est un peu subtil, mais à base, ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est que l'énergie va être complètement conservée parce qu'il n'y a pas de force externe qui agit sur mon système. Donc, l'énergie finale va être de 17,64 joules. Cette énergie-là peut être répartie sous forme potentielle finale pour le bloc 1, potentiel final pour le bloc 2,
cinétique finale pour le bloc 1, cinétique finale pour le bloc 2. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que maintenant, le bloc 2 est rendu à son point le plus bas. Donc, l'énergie potentielle finale du bloc 2 est nulle. Mais toutes les autres sont différentes. Donc, sur mes 17,64 joules d'énergie, pardon, l'énergie potentielle finale du bloc 1, c'est quoi? M fois G fois H1. Oh, là, c'est là qu'il faut tenir compte du plan incliné. OK? Pourquoi? Parce que mon bloc 1, qui a parcouru 30 cm, il n'a pas monté de 30 cm. OK? Il a juste monté d'une quantité égale à, pas à 4 ici, mais à H, tel que sinus de θ est égal à H sur 0,3. Donc, ça, on avait discuté dans le dernier cours. La hauteur, c'est toujours le déplacement fois le cosinus de l'angle du plan incliné. OK? Le sinus, pardon, ici. Trop habitué de mettre des cosinus avec le travail. Donc, la hauteur ici, ça va être 30 cm fois le sinus de 30, qui vaut 15 degrés. Voyons! Qui vaut 15 cm. OK? Donc, l'énergie potentielle finale de 1, c'est la masse du bloc 5 fois 9,8 fois 15 cm, qui donne une énergie potentielle de 7,35 joules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 17,64 joules que j'avais de disponible, il y en a 7,35 qui ont servi juste à faire monter le bloc 1 vers le haut du plan incliné. Le reste va avoir été réparti, va être partagé sous forme d'énergie. J'ai mis un... Attends une seconde. Ok, non, c'est bon. Le reste va être partagé sous forme d'énergie par les deux objets. Donc, j'ai 10,29 joules d'énergie à répartir. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je me perds dans mes feuilles. Un demi fois 5 plus une demi fois 6. Donc, je mets V2 en évidence. Il me reste 2,5 plus 3, ça fait 5,5. Vitesse finale au carré. La vitesse finale est donc de 1,36 mètres par seconde. Ça, c'est en absence de frottement. OK? L'énergie va avoir été complètement conservée du point A au point B. Qu'est-ce qui se passe par contre si on met une force de frottement pardon, de 4,25 newtons sur le bloc 1? OK? Ben, euh, l'énergie ne sera plus conservée. Donc, il va falloir que je tienne compte du travail fait par le frottement. Le travail fait par le frottement, dans mon exemple, va être quoi? Va être de la grandeur de la force de frottement fois la grandeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre le frottement et le déplacement. On dit que la force de frottement mesure 4,25 newtons, puis mon objet se déplace sur 30 cm. L'angle entre le déplacement et le frottement est de 180. Donc, je trouve un travail fait par le frottement de moins 1,275 joules. Ça veut dire que mon travail fait par le frottement va me faire perdre 1,275 joules. J'en avais 17,64 si on se souvient. OK? Donc, initialement, j'avais 17,64 joules. Le frottement m'en fait perdre 1,275. Il va m'en rester à la fin uniquement, entre guillemets, 16,365. Ce qui va faire en sorte que la vitesse des blocs va être plus petite. OK? C'est sûr que j'ai fait monter le bloc 1 de la même grandeur, donc ça ne change pas. OK? Donc l'énergie finale va être répartie sous forme potentiel final pour 1, potentiel final pour 2, cinétique finale pour 1, cinétique finale pour 2. Ça ne change pas, ça reste 7,35. Ça ne change pas, ça reste 0. Ça ne change pas, c'est une demi 5 V carré. Puis ça ne change pas, c'est une demi 6 fois V carré. La seule chose qui change, c'est que j'ai plus la même quantité d'énergie totale que j'avais avant. J'en ai un petit peu moins à cause qu'il y en a qui a été dissipé à cause du frottement. Donc ça, si je fais la différence entre les deux, ça donne 9,015 est égal à 5,5 V carré. Je trouve une vitesse de 1,28 mètres par seconde. Légèrement inférieure au 1,36 de tantôt. C'est normal, j'ai moins d'énergie disponible que j'en avais précédemment. Okay? Puis on va terminer ça avec l'exemple
suivant, qui est très rapide, très court, on dit à l'exemple 6, voici un bref rappel de ce qu'on avait fait sur le théorème de l'énergie cinétique. On dit, voici un bloc de 8 kg sur lequel on pousse avec une force horizontale constante de 100 newtons. Sous l'action de cette force, le bloc se déplace sur 50 cm vers le sommet d'un plan incliné à 20 degrés par rapport à l'horizontale, puis il n'y a pas de frottement. Déterminer le travail net accompli sur le bloc. Donc, sur le bloc, quelles sont les forces qui agissent sur lui? Vous avez la normale, le poids, la force externe qu'on exerce, puis c'est tout, parce qu'il n'y a aucun frottement. Donc, si je veux trouver le travail net, je dois faire la somme du travail fait par la force externe, par la normale, puis par le poids. Donc, si je regarde dans le détail chacune de ces grandeurs-là, la force externe, qu'est-ce qu'elle exerce, qu'est-ce qu'elle accomplit comme travail? Bien, la force externe est comme ça. Mon déplacement est comme ça, à 20 degrés l'un de l'autre. Okay? Donc, ça va être grandeur de la force, grandeur du déplacement, fois cosinus de 20 degrés. Donc, le travail fait par la force externe est de 46,98 joules positive. Okay? La personne qui pousse sur la caisse va donner 47 joules d'énergie à la caisse. Le travail fait par le poids pendant ce temps-là, c'est quoi? Grandeur du poids, grandeur du déplacement, cosinus de l'angle entre le poids et le déplacement. Donc le poids fait 8 fois 9,8. Le déplacement, 0,5. Quel est l'angle entre le poids et le déplacement? Le déplacement est comme ça, à 20 degrés de l'horizontale. Le poids est comme ça, parfaitement vertical. Donc, l'angle entre le poids et le déplacement est de 110 degrés. Si on calcule ça, le cos de 110 est une quantité négative. On trouve moins 13,4 joules. Donc, ça, c'est le travail fait par le poids. Le travail fait par la normale, lui, est égal à 0 parce que c'est normal fois delta S fois cosinus de l'angle entre le déplacement puis la normale, qui est de 90 degrés, puis le cos de 90, ça vaut 0. Donc le travail fait par la normale est égal à 0, ce qui me permet de trouver le travail total, le travail net, qui est égal à 46,98 plus moins 13,4 plus 0. Travail net égale 33,58 joules. En B, on vous demande de trouver la vitesse de la caisse. C'est pas très compliqué non plus. On vous dit déterminer la vitesse finale du bloc, sachant qu'il était initialement immobile. Ben, on sait que le travail net me renseigne sur la variation d'énergie cinétique d'un objet. Donc, c'est KF moins KI. Ici, on précise que l'objet était initialement immobile, donc son énergie cinétique initiale était 0. On connaît le travail net accompli sur l'objet. Donc, l'objet a vu sa quantité d'énergie augmenter de 33,58. Comme il y avait 0 énergie au début, ben à la fin, il y a donc 33,58 joules d'énergie cinétique, ce qui permet de trouver la vitesse finale du bloc de 2,9 mètres par seconde. Donc, c'est ce qui complète le document suivant. Vous remarquerez, on a parlé conservation d'énergie, théorème d'énergie cinétique. Donc, c'est important de comprendre que ces deux choses-là sont intrinsèquement reliées, mais qui sont différentes. Il ne faut pas mélanger. Tu sais, dans le travail, quand on utilise travail net égale delta K, il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Okay? Puis ça, c'est la grosse distinction entre les deux. Donc, vous jetterez un coup d'œil à ça. Okay? Puis, à partir du prochain cours, on va débuter l'étude de la propagation de la lumière. Donc, merci.